que vous voyez, c'est la réalité en Russie en ce moment. Des dizaines, peut-être des centaines de camions alignés sur l'importante autoroute qui relie Moscou à Rostov-sur-le-Don et Krasnodar. Tous ces véhicules sont à l'arrêt, tous attendent du carburant. Maintenant, je sais ce que vous devez penser. Bien sûr, ce sont les sanctions occidentales qui fonctionnent. Des années de pression économique ont enfin payé. Mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Ces files d'attente existent parce que l'Ukraine a trouvé sa propre façon d'appliquer des sanctions. Et cela s'avère terriblement efficace. La preuve en a été donnée le 21 août. Cette nuit-là, les Ukrainiens ont mené une attaque contre la raffinerie de Novochakhtinsk, la seule encore en activité dans toute la région de Rostov. Et que s'est-il passé cette nuit-là ? Eh bien, ça change tout. Laisse-moi te raconter cette histoire que... Dans la nuit du 21 août, la ville de Novochakhtinsk s'est réveillée au son de 5 explosions assourdissantes. La ville est à 10 km de la frontière ukrainienne. Les habitants ont rapporté avoir vu d'énormes flammes s'élever dans le ciel nocturne avec des colonnes de fumée noire peignant l'horizon. La raffinerie de pétrole locale était en feu. En quelques minutes, des vidéos de l'incendie ont envahi les réseaux sociaux russes. Les habitants filmaient depuis les fenêtres de leurs appartements. La lueur orangée des flammes illuminait toute la ville. Mais c'est ici que commence la partie vraiment intéressante de l'histoire. Quoi ? Quelques heures après, le ministère russe de la Défense a fait une déclaration officielle. Ils ont affirmé avoir abattu 49 drones ukrainiens pendant la nuit, dont 21 auraient été détruits au-dessus de la région de Rostov. Autrement dit, selon la version officielle russe, toutes les menaces aériennes ont été neutralisées avec succès. Et maintenant, quoi ? Si vous regardez ces images et la déclaration russe, il est évident qu'il y a quelque chose qui cloche. Après tout, comment une raffinerie peut-elle prendre feu si tous les drones ont été détruits? Comment une installation stratégique comme celle-ci peut-elle devenir un enfer si la défense aérienne, en théorie, a parfaitement fonctionné? Cette contradiction révèle quelque chose de bien plus important qu'une simple attaque isolée. Elle révèle un fossé entre la propagande russe et la réalité sur le terrain. Pour comprendre pourquoi cela est si important, laisse-moi t'expliquer ce que représente cette raffinerie. L'installation de Novochakhtinsk n'est pas simplement une usine de plus. Elle traite jusqu'à 7,5 millions de tonnes de produits pétroliers par an. Elle est spécialisée dans la production d'huile, de carburant, de diesel et d'essence. Mais ce qui la rend vraiment stratégique va bien au-delà des chiffres. Son emplacement change tout. Elle se trouve à moins de 200 km de la ligne de front, dans le Donbass. C'est littéralement la station-service des forces russes qui opère dans le sud de l'Ukraine. Chaque char, chaque véhicule militaire, chaque générateur qui alimente les communications militaires russes dans cette région dépend du carburant qui sort de cette raffinerie. Et voici le détail qui change tout. C'est la seule raffinerie en activité dans toute la région de Rostov. Imaginez, un instant, une région entière de la taille d'un pays européen, avec une seule source de carburant raffiné. Et les Ukrainiens ? Eh bien, ils l'ont compris et ont transformé cette installation en ce que les stratèges militaires appellent un point d'étranglement critique. Cela signifie, en d'autres termes, qu'une seule cible, lorsqu'elle est détruite, paralyse tout un front de guerre. Mais ce n'est pas la première fois que l'Ukraine fait cela. En fait, la raffinerie de Novochakhtinsk est devenue une obsession pour les planificateurs militaires ukrainiens. Et quand on comprend le schéma derrière ces attaques, il devient clair qu'il y a une stratégie très bien pensée derrière tout cela. La première de ces attaques a eu lieu en mars 2024 et a forcé un arrêt partiel des opérations. C'était comme un test. Les Ukrainiens apprenaient à les défenses, tester les routes d'approche,
observait comment les Russes réagiraient. Quatre mois plus tard, en juillet, ils sont revenus en force. L'armée ukrainienne a affirmé avoir détruit 1,5 million de tonnes de pétrole et de produits dérivés lors de cette attaque. 540 millions de dollars de carburant sont partis en fumée en une seule nuit. Mais l'attaque de décembre était différente. C'était une démonstration de force, une opération conjointe de la marine et du service de sécurité de l'Ukraine. Ils ont lancé 13 missiles et de nombreux drones. Ce n'était pas seulement une attaque, c'était comme s'ils disaient aux Russes « Nous pouvons vous frapper quand nous voulons, comme nous voulons ». L'incendie était si intense qu'on le voyait depuis l'espace. Maintenant, vous devez vous demander « Comment savons-nous que tout cela s'est réellement passé ?» Putain, après tout, nous parlons d'allégations faites en temps de guerre. Et comme nous le savons, pendant les guerres, la première chose qui meurt, c'est la vérité. Voici un point important. Quelque chose qui a complètement changé la donne de l'information dans les conflits modernes. Ça s'appelle renseignement d'origine source, ouverte, l'abréviation de renseignement d'origine source ouverte. Vous en avez déjà entendu parler. Cela détruit la capacité des gouvernements à contrôler leurs récits. Laisse-moi te donner un exemple de la façon dont il est utilisé. Les données satellites de la National Aeronautics and Space Administration, via le système Fire Information for Resource Management System, ont détecté d'importants incendies à la raffinerie en décembre 2024 et à nouveau en août 2025. Ces données sont publiques, gratuites et vérifiables par toute personne ayant accès à Internet. Quand le ministère russe de la Défense affirme avoir abattu tous les drones, mais le satellite de la National Aeronautics and Space Administration montre une signature thermique massive exactement aux coordonnées de la raffinerie. Nous avons un sérieux problème de crédibilité. Des analystes indépendants croisent ensuite ces données satellites avec des vidéos que des civils russes publient sur Telegram et trouvent l'emplacement probable de ces images. Tout cela en quelques heures à peine. Et c'est là qu'intervient le renseignement d'origine source ouverte. Il prend essentiellement des informations publiques et assemble un puzzle qui révèle la vérité. Le gouvernement peut mentir autant qu'il veut, mais les satellites ne mentent pas. Et cette révolution de l'information érode la capacité du Kremlin à maintenir ses apparences. Cette campagne contre Novochaktinsk n'est qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste. L'Ukraine mène une stratégie coordonnée, géographiquement ambitieuse, contre l'ensemble du secteur pétrolier et gazier de la Russie. Et en voyant la carte des attaques, l'ampleur est impressionnante. Ils ont attaqué la raffinerie de Ryazan, l'une des plus grandes du pays, située à plus de 500 km de la frontière ukrainienne. L'attaque a entraîné une réduction de 50% de la production. Pour une entreprise comme Rosneft, cela représente des pertes de centaines de millions de dollars par mois. Une installation de Rosneft dans l'oblast de Saratov a complètement interrompu la réception de pétrole après une attaque en août. La raffinerie de Novokubichevsk a cessé toute production le 2 août. La raffinerie d'Afipsk, qui joue un rôle militaire spécifique car elle fournit du carburant pour les avions de guerre russes, a également été touchée. Mais l'attaque la plus audacieuse a été menée contre l'oléoduc Druzhba. Ce n'est pas un simple pipeline, c'est une artère vitale qui transporte le pétrole russe vers le cœur de l'Europe, y compris des pays comme la Hongrie. L'attaque contre la station de pompage a provoqué une interruption totale, bien que temporaire, du flux. Ce n'était pas seulement une attaque militaire, c'était une démonstration géopolitique. L'Ukraine montrait qu'elle pouvait interrompre les exportations d'énergie russe quand elle le voulait, créant ainsi des tensions diplomatiques entre la Russie et ses clients européens. Les chiffres révèlent le véritable impact de cette campagne. Début 2024.
Des sources ukrainiennes affirmaient que 12% de la capacité totale de raffinage de la Russie avait été désactivée. Une analyse indépendante de Reuters a calculé un chiffre encore plus élevé, 14%. Pour mettre cela en perspective, nous parlons d'une dégradation substantielle de la capacité industrielle de l'une des 3 plus grandes nations productrices d'énergie au monde. C'est comme si le Texas perdait toutes ses raffineries du jour au lendemain. Les conséquences économiques sont perceptibles et sont ressenties par tous les Russes. Pour vous donner une idée, en fait, le gouvernement a été contraint de mettre en place une interdiction temporaire des exportations d'essence afin de tenter de stabiliser le marché intérieur. Même ainsi, les prix de l'essence en Russie ont atteint des niveaux records en août 2025. Les automobilistes russes paient plus cher pour le carburant qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire récente. Cela signifie que la campagne ukrainienne a réussi quelque chose que des années de sanctions occidentales n'ont pas réussi à faire. Traduire des actions militaires en douleur économique, ressentie directement par le citoyen russe ordinaire. Vous voulez savoir comment les Ukrainiens franchissent à plusieurs reprises les défenses russes, avec des drones longue portée. Mais quand on parle de l'Ukraine, les drones ne sont pas de simples aéronefs télécommandés, ils représentent une nouvelle génération d'armes autonomes. Ils utilisent l'intelligence artificielle, basique, mais suffisamment sophistiquée pour changer les règles du jeu. La clé, c'est la vision par ordinateur. Le drone utilise un ordinateur embarqué, des données topographiques et des images satellites pour naviguer vers la cible avec une précision au mètre près. Même sous une forte interférence électronique, qui bloque le système de positionnement global et toutes les autres formes de communication. En août 2025, l'Ukraine a révélé son nouvel atout, le missile de croisière Flamingo. Ce missile a une histoire pour le moins curieuse. Lorsque ses premières versions ont été produites, il a, par erreur, été peint en rose, rappelant fortement un flamant rose. C'est pourquoi il a été baptisé ainsi. Malgré ce nom agréable, ses spécifications sont tout simplement impressionnantes. Une portée de plus de 3000 km. Cela signifie qu'en partant du territoire ukrainien, ce missile peut atteindre n'importe quel endroit de la Russie européenne. Moscou, Saint-Pétersbourg, les bases militaires, ainsi que les zones rurales, tout est à portée. Le GIVT transporte entre 1150 kg d'explosifs. À titre de comparaison, c'est plus de 10 fois la charge explosive d'un drone d'attaque typique. Avec cette arme, l'Ukraine acquiert une capacité de destruction totale. Si les drones provoquent des incendies et des dégâts qui peuvent être réparés, le Flamingo peut anéantir des infrastructures renforcées, de façon permanente. La production de masse est prévue pour cette année. Lorsque cela se produira, l'équilibre stratégique changera fondamentalement. Alors que l'Ukraine innove dans l'attaque, la Russie mène une bataille perdue en défense. Pour vous donner une idée, la raffinerie de Novochaktinsk était protégée par des systèmes modernes de défense aérienne russes, dont le Pantsir et le Tor. Ce sont des systèmes qui coûtent des millions de dollars, développés spécifiquement pour intercepter les menaces aériennes. Les attaques répétées et réussies démontrent que toute cette technologie coûteuse est inadéquate face à des essaims de petits drones volant à basse altitude et guidés par l'intelligence artificielle. La situation est devenue si désespérée qu'en août 2025, le président Vladimir Poutine a signé un ordre surréaliste. Il a ordonné la formation de militaires et de volontaires civils pour abattre des drones à l'aide de fusils de chasse à canon lisse. Réfléchissez-y un instant. La deuxième plus grande puissance militaire du monde ordonne à ses soldats d'utiliser des fusils de chasse du 19e siècle pour combattre des drones du 20e siècle et un drone équipé d'intelligence artificielle. Le contraste ne pourrait pas être plus dramatique. D'un côté,
l'Ukraine développe des missiles capables de naviguer de façon autonome sur des milliers de kilomètres. De l'autre, la Russie, distribuant des fusils et espérant que quelqu'un puisse toucher un drone volant à 200 km/h. Ce symbole illustre comment cette guerre révèle les faiblesses technologiques de la Russie. La guerre des récits révèle encore plus de contradictions. Les autorités locales russes tentent désespérément de minimiser les dégâts et de maintenir une apparence de normalité. À Sébastopol, en Crimée occupée, le gouverneur local est allé jusqu'à attribuer d'énormes explosions à un exercice militaire préalablement planifié. Cela contredisait directement le rapport du propre ministère de la Défense, qui admettait une attaque de drones sur la péninsule. La réaction de la population locale a été immédiate et sarcastique. Des commentaires sur les réseaux sociaux russes ont tourné l'explication en ridicule, disant des choses comme « Ils nous prennent pour des idiots », comme vous pouvez le voir, avec ces... Grâce aux vérifications en temps réel issues de données publiques, le Kremlin ne peut plus préserver son image de compétences militaires. Qu'ils sont infaillibles. Chaque mensonge est exposé en quelques heures. Chaque exagération sur les défenses aériennes est confrontée à des vidéos d'incendies réels. Et maintenant, avec la production de masse du missile Flamingo, prévue pour les prochains mois, l'Ukraine aura la capacité de causer des dégâts bien plus importants, sur une gamme de cibles beaucoup plus large. Nous ne parlons plus seulement de raffineries, de centres de commandement et de contrôle, de bases navales, d'aéroports militaires, d'installations de recherche sur l'armement. Tout peut devenir une cible légitime. Cela place la Russie devant un dilemme stratégique impossible. Elle devra choisir entre retirer davantage de systèmes de défense aérienne de la ligne de front pour protéger son territoire intérieur, affaiblissant ainsi ses opérations offensives en Ukraine, ou accepter que ses actifs stratégiques continueront d'être systématiquement détruits. Aucune des options n'est bonne. Comme vous pouvez le voir, cette guerre a un coût énorme, et ce coût est directement supporté par ceux qui l'ont déclenché. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette stratégie de l'Ukraine ? Tu crois qu'ils peuvent changer le cours de ce conflit ? Laisse ton avis dans les commentaires. Si ce contenu t'a aidé à mieux comprendre ce qui se passe dans la guerre, partage-le avec tes amis. Et abonne-toi à la chaîne pour plus d'analyses comme celle-ci. À la prochaine.